Alors, bonjour et bienvenue à cette présentation de Celebrity à propos des ports d'escale. Donc, on va faire un tour du monde ensemble. Pour ceux et celles qui se souviendraient peut-être, il y a 6 ans, j'ai fait une série de présentations très similaires à ce qu'on s'apprête à faire ensemble à l'instant, à l'époque où on n'avait pas le choix de rester à la maison. Mais donc, je me suis dit, pourquoi pas reprendre l'initiative puisqu'on a des nouveaux ports d'escale et également, c'est toujours intéressant d'avoir un rafraîchissement sur les différentes destinations qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Donc, on va parler aujourd'hui de la Méditerranée, pour être plus précis, sur notre tour du monde. Évidemment, on va parler des ports d'escale, on va parler des attractions, qu'est-ce qu'on peut voir, est-ce que le port il est proche, est-ce qu'il est loin, est-ce qu'on est accosté, est-ce qu'on est ancré, c'est quoi la devise? Bref, on va essayer de répondre au plus de questions possibles par rapport à chacune des escales que vous connaissez peut-être ou que vous connaissez moins. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le questions et réponses, donc le Q&A, pour pouvoir poser des questions de ce côté-là. Et ça va me faire plaisir de répondre soit pendant ou à la fin. Également, c'est enregistré, donc ce sera possible de réécouter un peu plus tard sans aucun problème. Donc, allons-y sans plus tarder, puis parlons justement de cette destination qui est absolument unique. Je veux juste valider, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, je crois que oui, mais je veux juste valider. Parfait. Fantastique. Donc, on va débuter sans problème à l'instant pour découvrir ces fameuses régions. Mais avant, je veux quand même vous rappeler qu'on a des destinations partout à travers le monde avec Celebrity. Donc, évidemment, on a 4 destinations qu'on fait à l'année, soit les Galapagos, Caraïbes, Europe et l'Asie. Toutes autres destinations seront offertes de façon saisonnière, donc à différents moments dans l'année, pour pouvoir justement euh, proposer le monde littéralement. Mais l'Europe, les Caraïbes et l'Alaska sont définitivement les régions où on a le plus d'options, le plus d'itinéraires, le plus de navires. Et donc, on débute aujourd'hui avec la Méditerranée. Et voici un aperçu rapide de tous les ports d'escale qu'on peut vous proposer à travers la Méditerranée. Nos points de départ principaux seront Barcelone, Rome, Ravenne en Italie et Athènes. Après ça, parfois, on a quelques exceptions et Southampton également qu'il ne faut pas oublier parce qu'on a des croisières qui vont quitter de Londres, de Southampton et qui vont revenir jusqu'en Méditerranée, principalement pour le marché britannique, mais c'est des croisières de 14 nuits qui peuvent être vraiment intéressantes avec des beaux ports d'escale également à proposer. Donc, on se lance et j'amène la première photo ici qui est le Celebrity Edge. Donc, le Celebrity Edge, c'est à ce moment-là notre premier navire de la série Edge qui se trouve devant l'île de Santorini. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Ben, c'est simplement vous rappeler que Celebrity Cruises, à l'origine, a été fondée dans les années 60 par la famille Chandris. À l'époque, l'entreprise s'appelait Chandris Cruise Line. Et donc, ça fait partie de l'ADN, ça fait partie des racines de l'entreprise, la Grèce. Tous nos commandants sont grecs. Et c'est ce qui fait en sorte que, je dis toujours à la blague que le meilleur croisiériste pour faire une croisière en Grèce, c'est Celebrity, mais c'est pas tant une blague, c'est assez véridique de ce côté-là. Sans oublier qu'on a souvent les meilleurs points d'amarrage sur plusieurs départs et des meilleurs temps d'escale également, dont je vais vous parler dans un petit instant. On va débuter, puis vous allez voir, j'ai essayé de faire, j'ai présenté des ports d'escale par pays, et par la suite, évidemment, on va pouvoir se repositionner de différentes façons selon un peu les itinéraires. On va débuter par Athènes, la capitale de la Grèce, qui est une magnifique ville. On a plusieurs vols, justement, au départ du Canada, des vols directs sur Athènes sans problème. Le port d'Athènes s'appelle le Pirée, Piraeus, qui se trouve à seulement 30 minutes du centre-ville d'Athènes. Vous le voyez sur la photo ici, principale. On a le port qui est un petit peu plus haut et on a l'acropole qui est ici en plein cœur du centre-ville d'Athènes. L'acropole qui est magnifique, hein, donc pour aller visiter, ça donne un aperçu de la ville. Mais tout autour de l'acropole, on va retrouver plusieurs trucs, dont le musée de l'acropole qui vaut vraiment la peine également. Mais c'est surtout le quartier de Plaka. Le quartier de Plaka qu'on a ici en bas à gauche, c'est le quartier piéton principalement, où on y retrouve des terrasses, des boutiques, des restaurants, un marché également. C'est coloré, c'est vivant et beaucoup, c'est fleuri également. Et tout ça juste à côté de ruines absolument incroyables. Donc, on est littéralement dans l'histoire. Ça vaut vraiment le détour. Sans oublier les bons restaurants. On peut retrouver des bons gyros, donc manger la culture locale, la cuisine locale, pardon. C'est excellent. Après ça, évidemment, il y a plusieurs attraits, dont le palais du Syntagma, qui est le palais présidentiel grec. On y retrouve justement les fameux gardes à l'avant qui nous font rappeler un peu les gardes de Buckingham Palace. C'est surtout impressionnant de voir le changement de garde également de cet endroit qui font le tour complet du quadrilatère avant de revenir. Donc, bref, belle découverte pour rester quelques jours avant ou après. Athènes, en fait, on va avoir plusieurs départs avec principalement le Celebrity Infinity
qui va être là pratiquement à l'année, et également plusieurs autres navires qui vont faire des allées simples. Donc, on a entre autres des allées simples entre Rome et Athènes, des allées simples entre Ravenne et Athènes, mais aussi Barcelone et Athènes, avec plusieurs de nos navires. On est en Grèce, devise locale, c'est l'euro. La langue principale, c'est le grec, mais évidemment, jamais aucun problème de se faire comprendre en anglais. On arrête sur l'une des destinations les plus connues et les plus populaires de la Grèce, et c'est Santorini. Donc, Santorini, bien sûr, c'est la carte postale typique de la Grèce, mais je vais commencer en apportant un effet négatif de Santorini. La destination, elle est tellement populaire que malheureusement, parfois, ben, il y a trop de passagers, il y a trop de personnes. Donc, ce qui fait en sorte que malheureusement, c'est une destination qui est très, 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 très achalandée. Surtout lorsqu'on a plusieurs navires de croisière qui sont fréquents, un à la suite de l'autre. Donc, parfois, on peut avoir 3, 4, 5 navires simultanément. Donc, à ce moment-là, ça peut être problématique. Là où je veux en venir avec ça, c'est que la bonne nouvelle, c'est que Celebrity Cruises ne quitte jamais avant 9-10 heures le soir, à chaque fois qu'on est à Santorini. Ce qui fait en sorte qu'en fin d'après-midi, oh, excusez-moi, j'ai touché à mon écran. Ce qui fait en sorte qu'en fin d'après-midi, la majorité des croisiéristes, des passagers de croisière, vont retourner sur leur navire de croisière parce que le navire va quitter vers 4 heures, 5 heures maximum. Donc, toute la fin de journée, à partir de 4 heures jusqu'à 10 heures le soir, l'île, on l'a à nous seuls. Donc, que ce soit pour profiter d'un repas, d'un verre ou même de revenir sur le navire pour observer le coucher de soleil sur l'île, c'est définitivement une occasion parfaite. Il faut noter également qu'il n'y a aucun quai à Santorini. Donc, le navire, il est toujours à l'ancre et on va avoir le service de navette qui va nous amener au port de Fira. Fira étant la ville que vous avez ici en bas à droite. Fira, qui est la plus grosse ville de Santorini, si on veut, et on arrive sur le quai. De là, on a plusieurs options. La première, c'est qu'on peut prendre la télécabine qui nous amène en haut de Fira, et à partir de là, on peut se promener. La deuxième, c'est qu'on peut monter à pied. Ce que je déconseille quand même assez fortement pour deux raisons. De un, ben, c'est quand même une bonne montée, honnêtement. Et de deux, c'est un peu dangereux en raison des ânes, parce qu'il y a les fameux ânes de Santorini qui sont assez présents et qui se foutent un petit peu de vous quand vous montez. Et de trois, ben, il y a aussi ce que les ânes laissent le long du chemin qui peut faire en sorte que c'est un peu glissant. L'autre option que je vous propose également lorsqu'on est au quai de Fira, c'est qu'on peut également prendre des bateaux. Il y a des gens qui sont là pour vendre des billets à partir du quai de Fira pour prendre un bateau qui va vous amener directement à Oya, au quai de Oya. Et de là, vous avez une navette qui vous amène en haut dans le village. Et Oya, c'est la carte postale typique. C'est ce qu'on veut vraiment aller voir lorsqu'on est à Santorini. Donc, on va pouvoir visiter. Et ensuite, on a même des navettes aller-retour entre Oya et Fira qui vont être proposées pour vous ramener du côté du port. Bref, définitivement une belle option. Mais la nouvelle option qu'on vous propose, et ça depuis la semaine dernière, donc très, très récent, c'est qu'on vient tout juste d'ouvrir notre Beach Club privé à Santorini. Puis là, je vous arrête tout de suite. Si vous avez déjà entendu parler du Beach Club de Santorini, vous avez peut-être entendu parler de mes collègues chez Royal Caribbean. Je suis certain qu'ils aiment ça dire que c'est leur Beach Club privé, mais les petites nouvelles pour vous, c'est notre Beach Club privé. Donc, le Beach Club qu'on a pour Santorini appartient à Celebrity et Royal Caribbean. Et en fait, c'est exclusif seulement aux passagers de Royal et Celebrity. C'est très simple. Lorsque vous avez le nom Beach Club, on le considère comme étant une excursion. Contrairement à une île privée, une destination privée comme Coco Cay aux Bahamas ou notre prochaine destination privée qui sera à Costa Maya, qui va s'appeler Perfect Day de Mexico. Ça, c'est une destination privée où tout est inclus, c'est pour tous les passagers, c'est la destination. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une destination, c'est vraiment un beach club, donc c'est une excursion. On paie un billet. Et contrairement à nos autres beach clubs comme celui à Nassau, ici, c'est une excursion complète, dans le sens où vous avez deux choix. Le matin, on s'en va visiter Oya. On vous amène faire la visite d'Oya en matinée. Puis en après-midi, on vous amène au Beach Club pour profiter de la plage, des chaises longues, du bar, du restaurant. Vous avez tout ça qui est inclus automatiquement. Puis l'autre option, ben, c'est l'inverse. On commence avec le Beach Club en matinée, puis en après-midi, on vous amène visiter Oya. Donc, vraiment, une belle excursion. Et je le répète encore une fois, c'est seulement pour les passagers de Royal Caribbean et Celebrity. C'est une magnifique infrastructure qui a été bâtie sur le sud de l'île de Santorini, sur la plage de Eros. Donc, c'est une plage honnêtement privée à partir de là parce qu'il n'y a pas d'autre accès autre que le Beach Club de Royal Caribbean et Celebrity Cruises. Donc, nouveauté qu'on vient juste d'ajouter.
Voici quelques images également. Je n'ai pas encore les vraies photos puisque c'est tellement récent depuis la semaine dernière, mais vraiment une belle nouveauté qu'on peut rajouter. Et soyez attentifs parce qu'on en a des destinations comme ça qui vont s'ajouter un petit peu partout à travers le monde. On continue maintenant avec Mykonos en Grèce. Donc, Mykonos qui est reconnu comme étant l'île du vent. Euh, Magnifique endroit pour plusieurs raisons. Vous le voyez entre autres avec les fameux moulins qui sont vraiment, vraiment reconnus de la région. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Mykonos, il y a un quai. Mais on n'utilise jamais le quai de Mykonos. Puis pour une raison très, très simple, le quai est environ à 30 minutes du centre-ville de la vieille ville de Mykonos. Donc, ça ne nous tente pas, honnêtement, de vous offrir le transport, de faire le transport pour que vous ayez 30 minutes à faire pour vous rendre en centre-ville. Donc, on préfère toujours ancrer le navire directement devant le village. Et à ce moment-là, on a les navettes qui vous amènent directement à Mykonos toujours. On est en Grèce toujours, toujours l'euro qui est la devise locale. Vous allez retrouver également la petite Venise qu'on appelle ici en haut à droite, qui sont en fait un lot de petits restaurants, terrasses sur le bord de l'eau, qui sont vraiment pittoresques, magnifiques. Et si vous êtes chanceux, vous allez peut-être rencontrer Peter, donc Petros en grec, qui est le pélican local de Mykonos. Il n'y en a qu'un seul, puis c'est vraiment son nom, je ne l'ai pas inventé. Il se promène à travers les restaurants, les rues comme ça, puis vous allez probablement le rencontrer éventuellement. Vous avez les rues de Mykonos qui font partie des attraits. Honnêtement, juste se balader dans les rues de Mykonos, blanc, bleu, les petites ruelles étroites, ça fait partie du charme de l'endroit. Sinon, il y a plusieurs opportunités d'aller voir des plages un petit peu plus loin, donc 5-10 minutes de transport, et à ce moment-là, découvrir le reste de l'île également. On s'en va ensuite du côté de Rhodes, toujours en Grèce. Rhodes, c'est l'une des plus grandes îles des îles grecques avec la Crète. On y retrouve plusieurs attraits intéressants et le navire est accosté directement devant les moulins de Rhodes, qui est en fait juste en face de la vieille ville fortifiée de Rhodes également. Donc, c'est une vieille ville médiévale fortifiée. C'est quelques minutes de marche du navire seulement. Et à partir de là, vous allez pouvoir découvrir le château des Chevaliers, le palais des Chevaliers, la rue des Chevaliers également, qui sont parmi les deux attraits les plus connus de la ville de Rhodes, sans oublier la fameuse légende du colosse de Rhodes, qui était cette énorme statue qui se situait directement dans le port de Rhodes, donc juste en face du navire, techniquement. Ceci étant dit, on y retrouve également des plages pas très très loin de Rhodes, des plages de galets. Et sinon, ben, si on veut faire quelque chose de différent, je suggère fortement d'aller faire un tour avec une excursion sur l'Indos. L'Indos se situe environ un bon 45 minutes de route de Rhodes, mais ça en vaut vraiment le détour. C'est une ville, un petit village blanc en bord de mer avec des plages puis une eau cristalline absolument fantastique. Puis tout ça juché avec une forteresse juste au-dessus du village. Donc, c'est vraiment, vraiment toute beauté. Si vous avez des clients qui ont déjà fait Rhodes puis qui veulent faire quelque chose de différent, suggérez-leur l'Indos. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. On continue ensuite sur Thessaloniki, moins connu comme port, parce que Thessaloniki va être principalement que sur les itinéraires du Celebrity Infinity, puis plus précisément des itinéraires de 9 à 10 nuits sur le Celebrity Infinity, parce qu'ici, Thessaloniki, on est sur le continent principal grec. C'est pas une île. Et c'est moins connu parce qu'on le fait plus rarement. On est un petit peu plus vers le nord. On est au nord d'Athènes également. Et c'est intéressant pour visiter la ville de Thessaloniki, voir l'héritage de la région, mais c'est aussi parce que c'est l'un des seuls ports de croisière qui nous permet d'aller faire un tour du côté des météores. Les météores, c'est les photos que vous avez en bas, en bas de l'écran, c'est littéralement. Et en fait, c'est vraiment à l'intérieur des terres. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire habituellement en croisière, autre que si on fait escale du côté de Thessaloniki ou qu'on fait un circuit pré-croisière avant de partir à Athènes. Et donc, ce sont les formations rocheuses spectaculaires. On y retrouve des monastères qui sont juchés, mais juste de voir les paysages en soi, ça vaut le détour à 100%. C'est absolument magnifique. Et une fois qu'on a fait Thessaloniki, on se rapproche assez d'une destination vraiment spectaculaire qui est Istanbul. Donc là, on change de pays, on arrive du côté de la Turquie. On est en Turquie, à Istanbul, qui est l'une des plus grandes villes de la Turquie, mais qui n'est pas la capitale. La capitale est Ankara, mais qui est magnifique. Et Istanbul est unique aussi parce que c'est l'une des rares villes au monde à être divisée entre deux continents. Donc, l'un côté de la ville, on est en Europe, de l'autre côté, on est en Asie. Et on est divisé par le détroit de Bosphore. Le Bosphore, en fait, c'est ce détroit qui va aller se jeter du côté de la mer Noire, un petit peu plus loin. Et c'est là que le navire va s'accoster, directement dans le détroit, en plein centre-ville. Et vraiment, on va pouvoir avoir la découverte complète d'Istanbul. Chaque fois qu'on fait escale à Istanbul, on est là pour 2 jours. Si c'est pas, ben, des fois, une journée et demie jusqu'à 2 jours, mais on a toujours un overnight, donc une nuit à quai complète à 100% du temps.
On a plusieurs itinéraires qui vont le faire avec plusieurs navires également. Puis on va pouvoir découvrir les différentes mosquées, la mosquée bleue, la Hagia Sophia, les bazars locaux également pour aller justement l'artisanat local et tous les produits de la région, mais vraiment une très, très belle découverte. Il faut savoir qu'en Turquie, on a une devise qui est la livre turque. Par contre, évidemment, la carte de crédit est vaguement acceptée. On va pouvoir échanger de l'euro également sans problème. Si je ne m'abuse, peut-être même du dollar américain. Et définitivement une belle région. Évidemment, la langue locale étant le turc, mais l'anglais est définitivement pas un problème. Notre deuxième escale en Turquie, ça va se faire du côté de Kusadasi. Cette fois-ci, on est vraiment du côté de la Méditerranée. On est juste à côté des îles grecques. Donc, pratiquement tous nos itinéraires qui vont faire la Grèce, les îles grecques, vont faire escale du côté de Kusadasi. Kusadasi, en fait, c'est une très, très belle ville, mais c'est la porte d'entrée pour vous amener du côté de la cité d'Éphèse. Éphèse, en soi, est magnifique. C'est là qu'on y retrouve des ruines, dont la bibliothèque de Celsius. On va y retrouver des stades uniques. Donc, l'ingénierie de la région. Donc, juste en apprendre sur l'histoire, c'est fascinant. Et souvent, les excursions qui vont nous amener à Éphèse vont également faire escale du côté de la maison de la Vierge Marie. Donc, il se veut que l'histoire disait que la Vierge Marie aurait vécu dans la région à un certain moment. Et donc, il y a une maison qui est un peu un mausolée, petite même chapelle qui est à cet endroit où on peut aller visiter. On peut même ramener de l'eau bénite de l'endroit. Donc, un site religieux assez imposant. Sans oublier qu'à Kusadasi également, vous allez retrouver le Grand Bazar, les marchés. Donc, le produit local le plus populaire, c'est définitivement le cuir. C'est le produit donc qu'il maîtrise le mieux. Donc, si vous voulez vous acheter un manteau, une ceinture, des bottes, c'est l'endroit parfait pour aller négocier et sortir vos talents de négociateur. Ça, c'est définitivement requis. Maintenant, on a terminé la Turquie, la Grèce, et là, on va rentrer tranquillement du côté de l'Adriatique. L'Adriatique, plus précisément, on arrive ici du côté de Kotar. Kotar est souvent même méconnu comme destination, à moins que les gens ont fait escale en croisière. Très peu de gens connaissent Kotar. Et c'est ce qui est magnifique parce qu'on n'a pas d'attente et c'est vraiment l'une des destinations les plus spectaculaires qu'on peut découvrir sur notre croisière qui passe par l'Adriatique. C'est très simple, le navire va sillonner les fjords du Monténégro pendant 1 heure et demie, 2 heures avant d'arriver au bout de la baie de Kotar. Et c'est là que le navire va s'ancrer. Donc, il n'y a pas de quai, on est vraiment à l'ancre et on va pouvoir découvrir l'une des villes, les plus vieilles villes médiévales d'Europe, la ville de Kotar, qui est entièrement fortifiée, donc avec des murs, des murailles de tout le tour. Et la ville en soi, elle est magnifique. C'est propre, c'est une belle architecture. On va y retrouver plein de restaurants, de boutiques. C'est vraiment vivant et intéressant. On va également retrouver des remparts dans la colline, ou plutôt même la montagne que vous allez pouvoir monter jusqu'à une petite forteresse. On n'est pas obligé de monter jusqu'à la forteresse parce que c'est quand même un peu demandant pour monter tous les escaliers, surtout si jamais c'est un petit peu plus chaud. Mais juste en montant un petit peu, ça donne un aperçu de l'endroit qui est vraiment magnifique. Il faut payer un frais pour monter dans les remparts en passant, mais je crois que c'est 2 euros qu'on donne au petit monsieur qui est à la table de pique-nique. Bref, c'est très, très peu dispendieux pour au moins avoir une vue spectaculaire. Mais également, c'est aussi l'endroit où on va retrouver des chats partout. C'est pour ça qu'on a une image avec un chat. Les félins ont pris d'assaut la ville de Kotar, même qu'en fait, les boutiques vont vendre des souvenirs avec des chats un peu partout parce que c'est reconnu comme étant la ville des chats. C'est tous les locaux qui s'occupent des chats de façon communautaire. Et vraiment, ils sont partout. Donc, si vous êtes allergique, ben, amenez-vous un petit peu de médication, ce serait recommandé. On continue maintenant du côté de la Croatie, pardon, du côté de Dubrovnik. C'est une ville ou un pays, mais surtout une ville qui a gagné énormément en popularité, surtout après des émissions de télé, donc Game of Thrones, par exemple. Mais Dubrovnik, en soi, le port est un petit peu plus loin. Cette fois-ci, on est environ à 10-15 minutes du port où le navire est accosté, mais on a une navette qui est toujours disponible, qui va vous amener directement à la porte d'entrée de Dubrovnik. Donc, sinon, ça se fait à pied également, mais on parle quand même d'un bon, je vous dirais un bon 30-40 minutes de marche pour se rendre jusqu'à la vieille ville à partir du navire. La ville en soi, vous le voyez, entièrement fortifiée avec les murailles. On peut également faire le tour des fortifications. Par contre, il faut payer un frais. Donc, il y a une billetterie, pardon, pour pouvoir monter et faire le tour complet. Donc, vous allez retrouver certains cafés, des boutiques, même le long, mais juste les paysages sont vraiment à couper le souffle. Et sinon, ben, la ville en soi du Dubrovnik, elle est magnifique. C'est ce qui me fascine toujours de la Croatie, c'est que c'est vraiment, c'est très ancien, des sols, des rues de marbre, mais c'est toujours reluisant, étincelant, c'est propre, c'est d'une propreté incroyable. Et on y retrouve plein de boutiques, restaurants et aussi le marché de lavande. Donc, plein de petits produits de lavande qui est une des spécialités du marché du Dubrovnik.
Vous voyez également la télécabine qui est juste à l'extérieur du mur. On peut prendre la télécabine qui va nous amener en haut de la montagne pour avoir une vue panoramique de Dubrovnik, mais également, vous savez que Dubrovnik, c'est sur la portion la plus étroite de la Croatie, hein, qui est un pays très, très étroit en bord de mer, qui va aller chercher toute la côte jusqu'au Monténégro. Et en fait, étant donné qu'on est sur la portion très, très étroite, lorsqu'on est en haut de la montagne, d'un côté, on a la ville de Dubrovnik, et de l'autre côté, on voit la Bosnie-Herzégovine, donc qui est juste à côté, donc vraiment intéressant à découvrir également. Je vous mentionne qu'on est en Croatie, donc la devise locale, c'est le kuna. Kuna. Donc, c'est une devise locale qui est différente. Évidemment, c'est la devise principale. On va accepter les cartes de crédit. On va accepter l'euro également avec le taux de change en conséquence, mais la devise locale, c'est vraiment le kuna. Et la langue, c'est le croate. Mais évidemment, l'anglais n'est pas un problème. Prochain port, on est du côté de Split, toujours en Croatie. On reconnaît la Croatie par ses toits orangés. Le navire va être accosté en plein cœur de Split directement. Et de là, vous avez plusieurs opportunités d'excursion. D'abord, on a la ville, pardon, de Omis, que je crois qu'on prononce Omish ou quelque chose comme ça, mais c'est O-M-I-S. Et donc, c'est l'image que vous avez en haut à droite. Magnifique ville qui est en fait unique parce qu'elle est divisée par la rivière Cetina, mais aussi par ces montagnes qui sont stoppées par la rivière, littéralement. On a des montagnes des deux côtés de la rive qui sont assez spectaculaires également. On va y retrouver également des plages, principalement de galets, mais des plages avec une eau cristalline absolument fantastique en Croatie. Donc, parfait lorsque justement la saison est un peu plus chaude, puis on va en profiter. Et également, ben, la Croatie, c'est reconnu pour ses parcs nationaux. Donc, je recommande toujours d'aller faire un tour du côté du parc national de Kirka, Krka, où on y retrouve justement différents sentiers en forêt des sentiers qui vont être également au-dessus de l'eau, une eau translucide de façon absolument incroyable. Et on a des chutes un peu partout. C'est vraiment, vraiment une belle découverte de ce côté-là. Et notre troisième part, qu'on voit également assez fréquemment, qui va toujours varier selon le type d'itinéraire qu'on a également, le Zadar, ici, on va le voir plus souvent avec le Constellation qu'autrement. Souvent, hein, donc, nos navires plus intimes, on va faire des ports un peu plus niches, un peu plus rares. Et donc, Zadar en fait partie. En fait, la vieille ville de Zadar, c'est l'image que vous avez en haut à gauche. Très, très simple, petite ville, vraiment intéressante. Si vous regardez un petit peu plus à gauche encore, vous voyez un quai qui est assez étroit. Ben, c'est le quai qu'on utilise. Donc, le navire de croisière est honnêtement aussi long que la ville quand on est accosté là. Donc, on dépasse vraiment le quai, ce qui en fait quelque chose d'assez impressionnant. Mais bref, vous le voyez, on est vraiment bien situé pour aller visiter la ville de Zadar. Vous voyez peut-être également le cercle bleu directement sur le quai, dans l'image en haut à gauche. Mais juste à droite de ça, c'est l'image qu'on a à droite. C'est un organe, pardon, un instrument de musique naturelle qui est créé par les vagues, qui, lorsqu'elles vont rentrer à l'intérieur des escaliers, ça va créer des sons uniques. Donc, c'est un orgue naturel qui est fait directement euh, à côté du navire de croisière. Donc, c'est un fait assez intéressant. Puis encore une fois, ben, j'ai encore des images de Kirka parce que Kirka est en fait situé à mi-chemin entre Split et Zadar. Donc, ça se fait très, très bien également. On parle quand même d'un bon 45 minutes. Ici aussi, c'est pas une heure en fait, même plus qu'une heure pour aller visiter Kirka, mais c'est vraiment entre les deux. Donc, ça peut être une option selon l'itinéraire que vous avez d'un côté ou de l'autre. Et là, on change de pays. On arrive du côté de l'Italie, plus précisément à Ravenne, soit le port de Venise. Donc, vous le savez, depuis quelques années, il n'y a plus de navires de croisière qui font escale à Venise directement. Donc, on doit aller à Ravenne, qui est situé à 2h30 de route de Venise. Donc, vos clients peuvent toujours atterrir à Venise, découvrir Venise pendant quelques jours, dont le Grand Canal, le Pont Rialto, le Campanile, qui est la tour que vous avez en bas à droite, le Palais des Doges, la place Saint-Marc et bien plus, sans oublier également la fameuse île de Murano pour le fameux verre soufflé. Donc, on peut tout faire ça et après ça, se rendre à Ravenne. Important de savoir que chaque destination où on a des points de départ, on offre des transferts. On offre des transferts de l'aéroport. Lorsque c'est de l'aéroport, il faut que le vol soit le jour même de la croisière ou le jour même du débarquement. Par contre, on a des nouveautés. On a également des transferts de l'aéroport, mais qu'on appelle pick-up. Lorsque ça dit pick-up, ça veut dire que ben, si votre client arrive quelques jours avant, qu'il se dit, ben, moi, je vais retourner à l'aéroport, puis je vais prendre le transfert de là, on peut le faire. Donc, on a ça des pick-up. Il faut bien choisir le pick-up et non celui régulier, parce que le régulier, il faut avoir le vol la journée même. Le troisième, qui est souvent le plus populaire, celui que je recommande le plus, c'est le City Transfer Pickup. Ça, en fait, c'est qu'on vient chercher les clients en plein cœur du centre-ville pour les amener au port.
Dans le cas de Venise, c'est très, très simple. Vous connaissez peut-être Tronchetto, qui est juste en face de la gare de train de Santa Lucia, qui est Tronchetto, en fait, c'est là qu'on a le People Mover, le fameux monorail, le train qu'on a entre la section portuaire. Bref, l'autobus nous attend, on a l'heure précise qui est indiquée, puis les clients ont juste à se rendre là, donc le meeting point, l'endroit où on va les rejoindre, et on va faire le transfert. On parle de 2h30 de route. Donc, honnêtement, ce transfert-là, qui est environ à 80 par personne canadien, ça vaut la peine versus prendre un taxi qui va leur coûter 6 à 700 euros minimum, donc pour se rendre jusqu'à Ravenne. Donc, bref, ça vaut le détour. Et je signale, je rappelle que ces transferts, évidemment, sont toujours extra, il n'y a jamais de transfert d'inclus, et sont disponibles sur tous nos points de départ. Donc, je vais vous en parler pour chacun d'entre eux. On a également Ravenne, hein, parce qu'ici, vous avez l'option de partir de Venise, mais les clients pourraient atterrir sur l'aéroport de Bologne, qui est un petit peu plus près de Ravenne également. Donc, Bologne, qu'on pourra partir de là. Et donc, on a des transferts de l'aéroport de Bologne ainsi que de la station de train de Ravenne, si jamais vos clients décident de prendre le train pour se rendre à Ravenne aussi. Donc, on a toutes les options. Puis, si vos clients veulent rester à Ravenne, pardon, quelques jours avant, mais sachez que c'est la capitale mondiale de la tuile, de la céramique. Donc, on y retrouve des tuiles absolument fantastiques de ce côté-ci pour découvrir. Maintenant qu'on a fait le tour de l'Adriatique, on va sortir de l'Adriatique et s'en aller sur une île absolument unique qui s'appelle Malte. Plus précisément, la ville est la Valette ou Valletta. Donc, vous avez également vous avez plusieurs trucs intéressants à savoir ici du côté de Valletta. C'est qu'en fait, le navire est accosté en plein cœur de Valletta. Donc, on est vraiment bien situé de ce côté-là. On va être en mesure de prendre même il y a des ascenseurs, étant donné que la ville principale, la vieille ville, est un petit peu plus haute, il y a des escaliers, mais il y a des ascenseurs publics locaux qui sont juste à côté du port, pas très, très loin, qui vont vous monter et vous allez pouvoir être en mesure d'arriver, de marcher à partir du centre-ville, découvrir les différentes cathédrales, les différents palais, les musées. Il y a de multiples musées qu'on peut retrouver également, dont le musée de la guerre, le musée d'histoire maritime, parce que le Malte regorge d'histoire pour plusieurs raisons. C'est une île qui a été conquérie et reconquérie à de multiples reprises au fil des siècles. Et donc, il y a des héritages perses, des héritages britanniques, des héritages français et bien plus encore. Aujourd'hui, la devise locale est l'euro et la langue officielle est l'anglais. Donc, c'est un des rares pays, en fait, c'est pas le seul pays de la Méditerranée qui a la langue officielle comme étant l'anglais. À partir de là, évidemment, vous allez pouvoir découvrir les différentes cités. À l'époque, donc, la ville de Valletta a été divisée en différentes cités. Donc, il y a plusieurs petites villes et histoires qu'on peut découvrir de là. Il y a également le tour de l'île où on peut aller découvrir des plages, aller découvrir également les Blue Grotto, donc les grottes bleues pour aller faire un peu de baignade. Donc, bref, il y a plusieurs opportunités qui peuvent être offertes. Sans oublier que la Valette est le port d'enregistrement officiel de tous les navires de Celebrity Cruises. Donc, c'est pour ça qu'on y fait escale assez fréquemment. Et ensuite, on arrive du côté de la Sicile. On est en Italie, donc on revient en Italie avec l'euro et l'italien, et donc Messina, qui est en fait directement la ville dans le détroit qui sépare le continent italien avec l'île de la Sicile. Donc Messina, on est accosté en plein cœur de Messine, et de là, on a plusieurs opportunités, dont aller faire un tour dans la ville de Taormina. Donc Taormina, qui est une haute ville, en fait, un peu en montagne. On parle d'environ 30 minutes, je vous dirais, de Messine environ. Et de là, on va aller découvrir les fameux stades, la richesse de l'histoire de l'endroit, mais surtout juste de se balader dans le centre-ville terminant, c'est de toute beauté. Et on voit toujours au loin le fameux mont Etna, qui est le volcan le plus actif d'Europe, qui fait partie également des opportunités d'excursion qu'on peut faire à partir de Messine. Donc, c'est l'image qu'on a en bas à droite, qui est le mont Etna. C'est une montagne spectaculaire parce que les paysages changent drastiquement lorsqu'on arrive à la portion centrale. Portion centrale, en fait, à partir de là, vous allez pouvoir bon, vous balader aux alentours, découvrir un petit peu les différents points de vue intéressants. On a également une télécabine qui vous amène encore plus haut pour aller voir un point supérieur. Et de là, vous avez d'autres excursions qui peuvent vous amener en 4x4 géant, même sur la glace. Parce que oui, on a un glacier au-dessus, sur le dessus du mont Etna, ou plutôt de la neige imposante. Mais bref, ça reste super intéressant. Je l'ai mentionné, c'est le volcan le plus actif d'Europe, donc il y a des éruptions aux 2-3 ans, mais ça reste assez impressionnant. Et mes recommandations, c'est de s'amener quelques couches supplémentaires parce que plus on monte, plus il fait froid.
et ne pas porter de blanc, surtout si vous avez des souliers blancs. Je vous garantis qu'ils vont revenir bruns ou rouges, puisque c'est assez poussiéreux, comme vous pouvez l'imaginer, avec la roche volcanique. Prochaine escale, on s'en va du côté de Naples. Naples, l'une de mes escales préférées, mais principalement pour tout ce qu'on retrouve à côté aux alentours de la baie de Naples, hein, parce que le navire va accoster directement à Naples. Je vous pointe ici à l'écran. Juste ici, c'est le quai d'amarrage du navire de croisière, de ce côté-là ou de ce côté-là. Et ensuite de ça, ben oui, on peut visiter Naples, mais c'est surtout ce qu'on trouve aux alentours. L'une des options, 45 minutes de traversier. Le traversier est juste à côté du navire de croisière. 45 minutes plus tard, on arrive sur l'île de Capri. Capri en soi est magnifique. On va découvrir un funiculaire qui va vous amener en haut de la ville de Capri pour aller découvrir ces petits sentiers, le bord de mer, les jardins également, les champs de citron qui sont assez multiples. Donc, manger à Capri, c'est délicieux et les vues sont spectaculaires. Donc, vraiment, une belle découverte. De là, on pourrait aller à Sorrento, qui est un autre traversier de 20 minutes seulement, ou à partir de Naples, on peut le faire également, mais à ce moment-là, on va parler quand même d'une bonne heure de route parce qu'on va passer, puis généralement, on va faire escale on va faire un arrêt du côté de Pompée. Pompéi, qui est juste à côté du Vésuve. Donc, Pompéi, qui est ce vestige incroyable de cette cité qui a été ensevelie par le Vésuve à l'époque. Et donc, c'est toute l'ingénierie qu'on peut retrouver, les bâtiments qui étaient créés, qui étaient vraiment avant-gardistes, honnêtement. L'histoire de la région, ça vaut vraiment le détour si on n'a pas fait escale. Et donc, généralement, les excursions vont offrir Pompéi, Sorrento, et même qu'il y en a parfois qui vont offrir les trois, Pompéi, Sorrento et Capri, au sein d'une seule excursion. Assez longue, mais c'est possible de faire les trois. Cependant, si on a envie d'aller faire un tour du côté de la côte amalfitaine, c'est possible, mais il va falloir choisir. Il faut faire un choix de ce côté-ci parce qu'on ne peut pas faire Pompéi, Capri et Sorrento et la côte amalfitaine. Malheureusement, étant donné que la côte amalfitaine est encore plus loin pas très loin de Sorrento, mais un petit peu plus loin. Donc, à ce moment-là, il faut faire un choix. Et lorsqu'on fait la côte amalfitaine, bien évidemment, on va pouvoir faire les différents villages, donc Positano, Amalfi, entre autres, Salerno, qui sont parmi des endroits fabuleux. C'est romantique, c'est coloré. On peut découvrir soit en autocar, soit en traversier également d'un village à l'autre. Et là, Salerno, on est directement sur la côte amalfitaine et ça se fait uniquement à bord d'un seul navire et c'est le Celebrity Constellation. Donc, le Celebrity Constellation qui va faire des croisières entre Ravenne et Rome. Et donc, sur certains de ces itinéraires, on va faire escale à Salerno directement. Il n'y a pas de quai à Salerno, donc le navire va être ancré directement. Et de là, à partir de Salerno, ben, on peut facilement découvrir les autres villes, villages de la côte amalfitaine. Comme je l'ai dit, il y a un réseau de traversiers qui est très, très simple à partir de Salerno, qui va faire Salerno-Amalfi, Amalfi-Positano et vice-versa. Donc, je vous dirais toujours un 20 à 30 minutes d'un village à l'autre. Et on peut bien visiter, mais vraiment, c'est magnifique comme endroit. Plusieurs sentiers, mais des terrasses, des restaurants, juste de se balader, puis également des plages de galets pour chacun des endroits. Donc, si on veut profiter un petit peu de la plage. Et ensuite de ça, on arrive du côté de Rome. Rome, qui est l'un de nos points de départ principaux pour la Méditerranée. Vous le savez, Rome n'est pas sur le bord de l'océan, donc à ce moment-là, c'est le port de Civitavecchia qu'on va utiliser, mais Rome nous permet de visiter le Vatican. Donc, je suggère toujours d'acheter des billets à l'avance pour aller visiter le musée du Vatican plus précisément. On a évidemment la basilique Saint-Pierre. On a ensuite la fontaine de Trévi, qui, vous savez peut-être, est maintenant payante depuis cette année, un frais de 2 euros si je ne me trompe pas, pour pouvoir s'approcher encore plus, sinon on peut l'avoir de plus loin, pour éviter justement l'encombrement et tout ça. On a également le Colisée de Rome qu'on peut aller visiter autant à l'intérieur, ainsi que les Spanish Steps et Piazza d'Espagne, donc la place d'Espagne en français, qui est tout aussi intéressant. Donc bref, tous les attraits principaux qu'on a pour Rome. Comme j'ai mentionné, notre port, c'est Civitavecchia, qui est situé à 45 minutes, 1 heure de route selon le trafic qui se fait très, très bien. Et même principe que pour Venise et Athènes et Barcelone. On a également des transferts City Transfer, même principe qui vont se faire à partir du centre-ville de Rome, dans un point déterminé, à une heure précise. Vos clients se rejoignent à cet endroit et ensuite de ça, on va pouvoir les transférer directement à Civitavecchia et vice-versa. Même principe à la fin de la croisière. On a également, si la croisière se termine à Rome, des transferts qui vont les déposer au centre-ville de Rome s'ils veulent prolonger leur séjour. Donc, c'est disponible dans l'ensemble des options, autant directement que via votre tour opérateur, puisque le tour opérateur utilise les transferts de Celebrity. Ceci étant dit, je vais également
vous annoncer une petite nouveauté qui va arriver au cours des prochaines années. Vous savez que l'aéroport de Rome, c'est l'aéroport Leonardo da Vinci qui se situe dans la ville de Fiumicino. Et Fiumicino a un port. Eh bien, figurez-vous que Royal Caribbean et Celebrity ont acheté une bonne partie du port de Fiumicino, ce qui fait en sorte qu'on va bâtir notre propre terminal de croisière qui va partir de Fiumicino à seulement 5 à 10 minutes de l'aéroport et donc plus près également de la ville de Rome, environ une trentaine de minutes de Rome seulement. Et donc seulement les navires de Royal Caribbean et Celebrity vont pouvoir quitter de Fiumicino. Et j'ai pas de date pour quand ça sera prêt. Il y a encore quelques années à venir, si je ne m'abuse, mais c'est une belle nouveauté qu'on va être en mesure de vous proposer. Prochaine escale, assez méconnue, c'est Cagliari en Sardaigne. Cette escale, elle est très rare dans le domaine de la croisière, de un. Donc, pratiquement aucun navire de croisière fait escale à cet endroit. Et pour nous, on le fait seulement 2 fois par année. Majoritairement, soit sur le Celebrity Apex ou Celebrity Ascent, dépendant des itinéraires. Mais c'est une escale qu'on va faire sur la Méditerranée, sur Cagliari, en Sardaigne. Donc, on est au sud de la Corse, au nord de la Sicile. On est accosté en plein cœur de Cagliari. La Sardaigne qui fait partie de l'Italie, donc on est en Euro, on parle italien. Et ici, on va y retrouver des plages spectaculaires, une eau turquoise, tout comme en Corse, pardon. C'est tout aussi fantastique. On y retrouve également des vestiges historiques, dont le site de ruines de Baroumini. Donc, on en retrouve des anciens sites, des anciens villages de l'époque euh, avant l'arrivée de l'Italie sur la Sardaigne. Et bref, toute l'histoire de la région qui est vraiment, vraiment intéressante. Mais je le répète, assez rare, mais belle nouveauté parmi nos escales. On remonte la côte italienne et cette fois-ci, on fait escale du côté de la Spedia. La Spedia, la vaste majorité des itinéraires qui vont y faire escale vont y être pour 2 jours complets. Ce qui est parfait parce que la Spedia, c'est une magnifique ville, c'est l'image que vous avez en haut à droite, mais c'est principalement pour les attraits qu'on y retrouve aux alentours qui, eux, parfois peuvent être un petit peu plus loin. Donc, avoir 2 jours, ça nous permet de faire plusieurs activités au cours de nos 2 jours d'escale sur la Spedia. Donc, de un, on se rend à la gare de la Spedia et à seulement 15 minutes de train, on est arrivé à Cinque Terre. Donc, Cinque Terre, ce sont ces 5 villages colorés en bord de montagne, en bord de mer également, qui vont vous donner des vues spectaculaires. On va très, très bien manger, également des belles boutiques. Et c'est très, très simple parce que c'est un village, une station de train. Donc, on peut visiter le premier, on reprend le train pour une station, on visite le deuxième village et ainsi de suite. On a également des sentiers, donc on peut faire des visites en traversée d'un village à un autre à pied. C'est également possible de le faire. Mais évidemment, c'est pas un petit peu plus long et c'est très montagneux. Donc, c'est pas pour tout le monde. Je veux quand même aviser. Sinon, on a des alternatives pour aller visiter Pise, aller voir la fameuse tour de Pise. On parle d'un bon 45 minutes de route à partir de la Spedia pour aller faire ça. Et sinon, ben, on a évidemment la capitale de la Toscane, Florence, qui est située à environ 1h30 de route à partir de là. Mais encore une fois, étant donné qu'on a souvent 2 jours, ben, il n'y a pas de problème de pouvoir aller un petit peu plus loin et découvrir le Duomo, le Ponte Vecchio et toute la gastronomie et l'architecture locale de Florence. On continue ensuite sur Portofino, l'un de mes ports d'escale préférés de la Riviera italienne. Donc, Portofino, on est toujours en Italie. C'est parfois qu'on va faire escale directement à Portofino et parfois on va être à Santa Margherita Liguore, qui est le village ou la ville qu'on a ici en haut à droite. Juste un côté de l'autre, honnêtement, c'est pas très, très loin. Ça dépend tout simplement des d'itinéraire. Dans les 2 cas, ce sont des escales qui sont très rares dans le domaine de la croisière, sinon que ça se fait seulement avec des petits navires de croisière très luxueux. Pourquoi qu'on le fait? Avec nos navires qui sont souvent les plus gros, donc je pense entre autres au Celebrity Excel, Celebrity Ascent parfois, donc des navires de 3000 passagers, c'est qu'on va faire escale, entre autres, pour la simple et unique raison qu'on a l'équipement pour le faire. En effet, vous le savez, nos plus récents navires ont ce qu'on appelle le fameux Magic Carpet, qui est le bar suspendu au-dessus de la mer, qui peut s'abaisser pour devenir la plateforme d'embarquement pour nos fameuses navettes, les tenders, pour nous amener en port d'escale. Donc, à ce moment-là, on peut accoster 2 navettes à la fois avec une capacité de 2 à 300 passagers à la fois, ce qui fait en sorte qu'on a une efficacité qu'aucun autre navire de croisière n'a pour pouvoir monter et débarquer les passagers aussi rapidement qu'ailleurs. Parce qu'ici, il n'y a aucun quai. On est toujours à l'ancre, puis c'est très, très intime comme destination. Donc, c'est pour ça que je tiens à le mentionner, parce que même si Portofino, c'est une toute petite ville, ben, on a l'équipement pour faire en sorte de monter et descendre nos passagers ultra rapidement pour aller visiter. Donc, Portofino en soi, l'image en bas à gauche, c'est coloré, il y a des terrasses, des boutiques, c'est vraiment intéressant. Et on retrouve également le Château Brown, le Castle Brown, qui n'est pas très, très loin, avec quelques sentiers. Mais parlant de sentiers,
c'est l'élément que personnellement j'apprécie beaucoup de la région, c'est qu'il y a un sentier donc même à partir de Portofino, qui va longer le bord de mer, et ce, à travers, bon, différentes criques, différents villages, même un petit peu la forêt, mais encore une fois, toujours en bord de mer. Et vous allez retrouver quelques plages, dont la plage que vous avez juste ici, et ce sentier va se rendre jusqu'à Santa Margarita Liguere. Donc, si on le fait en totalité, on parle d'environ une bonne heure de marche. Ça se fait très, très bien, mais c'est de découvrir tous les petits villages, les petites criques qu'on a le long du chemin qui font que c'est vraiment de toute beauté. Je le recommande fortement. On s'en va ensuite en France, toujours en euros, et vous vous en douterez, la langue officielle, c'est définitivement le français. Mais on n'accoste jamais à Nice, même si on présente souvent Nice comme étant le port d'escale, on va toujours s'ancrer dans la baie de Villefranche-sur-Mer, qui est l'image que vous avez ici en bas à gauche. Villefranche-sur-Mer, on est à l'ancre, et de là, la petite ville, le petit village est magnifique, la baie elle est magnifique également, mais on a une petite station de train, plusieurs excursions qui sont offertes, et à partir de la station de train, une station plus tard, on est arrivé du côté de Nice. Donc, on est juste à côté, de l'autre côté de la colline, et on est à Nice, l'une des plus grandes villes du sud de la France, reconnue justement pour son centre-ville, les différents marchés, le marché de fleurs, entre autres, et la fameuse promenade des Anglais en bord de mer. Donc, belle découverte de ce côté. Autrement, lorsqu'on est sur Villefranche-sur-Mer, on peut décider d'aller dans l'autre côté. Et de l'autre côté, environ 15 à 20 minutes plus tard, on est arrivé du côté de la principauté de Monaco, qui est magnifique pour différentes raisons, juste la richesse, l'opulence de l'endroit qui est extraordinaire, mais également pour les attraits dont le casino de Monte-Carlo, qu'on connaît à travers différents films, dont James Bond. On va y retrouver également la piste de la Formule 1 de Monaco et également le fameux rocher, hein. Le rocher ici, où on y retrouve la vieille ville en haut, ainsi que le palais princier et l'aquarium des princes. Parce que oui, les princes de Monaco, père et fils, sont tous deux océanographes de formation, donc ils ont fondé l'aquarium de Monaco, qui est assez impressionnant également. Mais juste de se balader sur le rocher, ça vaut vraiment le détour. Bref, belle découverte de ce côté, de voir également la différence, d'avoir cette petite ville-État au sein de la France également et de découvrir à travers tout ça. On fait également escale à certains moments du côté de Marseille. En fait, très souvent dans les itinéraires, on va indiquer Provence, puis Marseille entre guillemets et vice-versa, pour la simple et unique raison que Provence, hein, la Provence qui est la région populaire, entre autres les champs de lavande, c'est ce qui est vendeur, on ne se le cachera pas. Mais Marseille en soi, magnifique ville. Le navire va être accosté dans la section portuaire de Marseille, mais qui est quand même très, très, très près du centre-ville, avec la fameuse cathédrale Sacré-Cœur qui est là en haut de la colline. Mais c'est une magnifique opportunité de faire des excursions pour aller justement voir les fameux champs de lavande de la Provence, mais également les différents villages qu'on y retrouve aux alentours, dont Aix-en-Provence, la ville de Gourdes également, qui est tout aussi spectaculaire. Et un petit peu à côté, pas très très loin, on y retrouve également les Calanques. Donc, les Calanques sont ces formations rocheuses en bord de mer avec une eau translucide qui est vraiment populaire pour aller faire des excursions en kayak ou simplement de la baignade. Donc, une autre belle découverte dans ce secteur-là. Et maintenant, on arrive du côté de Barcelone. Barcelone, qui est l'un de nos plus grands ports de départ en croisière, encore une fois. Donc, comme je vous mentionnais un peu plus tôt, on a les mêmes principes en termes de transfert aéroportuaire ainsi que City Transfer, ça, c'est pas un problème. Et Barcelone, qui est la capitale de la Catalogne, donc qui est vraiment magnifique en soi. Plusieurs personnes assument qu'on parle l'espagnol, mais non. On va parler le catalan, littéralement. Donc, c'est la langue principale. Évidemment, bon, l'anglais, on peut facilement se débrouiller sans problème. Et on y retrouve les fameuses œuvres de Gaudi, la fameuse Sagrada Familia, qui techniquement devrait avoir été terminée. Mais évidemment, après plus de 200 ans de construction, il se pourrait qu'il y ait quelques ajustements. Vraiment magnifique découverte architecturale, puis une œuvre d'art en soi. Sachez qu'on a des audioguides, il faut acheter des billets absolument d'avance. Les audioguides qui sont disponibles dans toutes les langues, dont le français, pour facilement découvrir. Et ensuite de ça, bien évidemment, il y a le Parc Güell aussi, donc qui est une œuvre de Gaudi, qui est un parc en haute ville qui permet d'avoir une vue panoramique de Barcelone avec une architecture et des œuvres d'art intéressantes également. Sans oublier la Rambla, qui est cette artère principale au centre-ville. On y retrouve des boutiques, des restaurants. On a également le grand marché, le Mercat de Barcelone également, qui vaut vraiment le détour. Et aussi le quartier gothique, qui est juste à droite
de la fameuse Rambla, qui est l'artère ici qu'on voit avec tous les arbres, mais le quartier gothique qui est vraiment impressionnant pour la cathédrale de Barcelone, mais également les anciennes églises plus gothiques et juste de se balader dans les rues. Puis on est juste à côté de la section de la marina aussi, donc on peut aller visiter. Et puis ensuite, ben, il y a, si vous avez quelques jours avant ou après la croisière, ben, je suggère d'aller faire un tour du côté de Montserrat. Donc, Montserrat, qui est ce monastère juché en montagne. On parle de 45 minutes, 1 heure de route de Barcelone. Ça se fait, en fait, quand je dis de route, plutôt de train. Ça se fait très, très bien. Évidemment, il peut y avoir des excursions d'autocar qui peuvent être offertes. Mais de là, on a plusieurs options. Soit de prendre un funiculaire, soit de prendre une télécabine qui va nous amener en haut jusqu'au monastère qu'on voit ici. De là, on a des boutiques, on a des toilettes, on a des restaurants. C'est pas un problème. Et à partir de là, non seulement la vue, elle est déjà spectaculaire, mais on a d'autres funiculaires qui nous amènent encore plus haut pour aller voir le point de vue principal en haut de la montagne et tous les sentiers. Il y a plusieurs sentiers. On peut faire des grandes randonnées. Si on est des amateurs de randonnée, c'est un endroit vraiment magnifique avec des paysages extraordinaires. Donc, bref, belle découverte. Sans oublier qu'il y a toujours des opportunités d'aller visiter des vignobles à l'extérieur de Barcelone également qui peuvent être possibles. Parmi nos escales, on a souvent l'escale également sur Palma de Mallorca, donc Palma de Majorque, donc qui est vraiment intéressant et qui gagne fortement en popularité, surtout qu'on a maintenant des vols directs à partir de cet été sur Majorque à partir de Montréal. Donc bref, Palma de Majorque va être sur plusieurs de nos itinéraires, principalement les itinéraires de 7 nuits qui vont se faire à partir de Barcelone. Mais on en a plusieurs, généralement sur des navires plus récents, dont le Ascent, le Excel. Et donc, on va y retrouver la cathédrale de Santa Maria. On va découvrir également le marché Olivar, donc différentes forteresses, l'eau turquoise de l'endroit, les plages. Donc, bref, il y a beaucoup, beaucoup à découvrir. C'est riche en culture, en histoire et en architecture. Donc, vraiment, belle découverte. Et on accoste en plein cœur de Palma également lorsqu'on est de ce côté-là. On s'en va ensuite du côté de Malaga, donc classique de la Costa del Sol. On voit en fait le port de croisière qui est juste ici, qui est vraiment pas très loin du centre-ville de Malaga. Après ça, évidemment, il y a différents endroits qu'on peut aller se balader, aller faire du shopping et tout. Mais parmi les excursions, il y a l'opportunité d'aller du côté de l'Alhambra, du côté de Grenade, qui est pas très très loin. Donc, c'est cette forteresse, cet ancien palais, mais aussi une prison, qui est parmi l'un des endroits les plus emblématiques du sud de l'Espagne. Donc, définitivement une belle découverte à faire de ce côté-là. Il faut acheter des billets à l'avance, définitivement. Et sinon, se balader dans les différents villages de la Costa del Sol, donc Torremolinos, Benalmádena et tout ça. Donc, vous avez des boardwalks, des promenades en bord de mer, des terrasses et tout ça, donc des plages. Donc, bref, des belles découvertes qu'on peut faire de ce côté-là également. Et on se déplace un petit peu plus et on arrive directement au détroit de Gibraltar, plus précisément à Gibraltar même. Donc, Gibraltar, qui est un endroit unique, c'est un territoire indépendant du Royaume-Uni. Donc, on a une devise différente qui est la livre de Gibraltar. On y parle majoritairement l'anglais. Évidemment, il y a un petit héritage espagnol par le fait que c'est attaché à l'Espagne, mais on y parle l'anglais. Et le navire est accosté en plein cœur du centre de Gibraltar. Vous voyez le navire qui est ici, le centre de Gibraltar, qui est là. On peut facilement s'y promener, le faire à pied également. On a la télécabine également qui nous amène en haut du rocher, le rock de Gibraltar. Et donc, le rocher, c'est là qu'on y retrouve la seule colonie de singes sauvages d'Europe, qui sont également des voleurs professionnels. Donc, il faut toujours faire attention. Et on va y retrouver également quelques musées d'histoire avec les tunnels de la guerre. Et c'est un point d'observation phénoménal parce que, encore une fois, c'est le point le plus étroit du détroit de Gibraltar. Donc, quand la météo le permet, on voit la côte marocaine de l'autre côté très, très bien. L'autre élément assez unique, c'est la piste d'atterrissage de l'aéroport de Gibraltar. Parce que la piste d'atterrissage, en fait, coupe la seule et unique voie qui permet d'entrer et de sortir du territoire. Donc, il faut attendre que les avions aient terminé d'atterrir ou de décoller pour pouvoir traverser à pied ou en voiture la piste d'atterrissage si on veut aller traverser vers la douane espagnole qui n'est pas très, très loin. Donc, bref, belle différence. C'est un endroit en fait un peu différent. C'est ça qui est intéressant de cet endroit-là et également riche en histoire. On s'en va ensuite du côté de Cadiz en Espagne. Donc, on est sur la côte espagnole, mais maintenant sur la côte atlantique. Cadiz en soi qui est magnifique pour plusieurs attraits qu'on peut retrouver pas loin, dont les fameux villages blancs du sud de l'Espagne qu'on peut faire à partir de là. Mais c'est aussi la porte d'entrée pour aller faire un tour du côté de Séville, la grande ville de Séville, reconnue entre autres pour la place d'Espagne, Plaza de España, qui est connue pour les films qui ont été en fait filmés à cet endroit, dont
la gare des Étoiles, l'architecture qui est incroyable. Il y a le palais d'Alcazar également qu'on peut aller découvrir. Donc, belle découverte pour Cadiz qui va se faire sur tous les itinéraires qu'on a avec l'Infinity ainsi que l'Equinox qui vont aller toucher au Portugal ainsi que Madère. Donc, on va souvent, en fait, pratiquement toujours faire escale du côté de Cadiz. Lisbonne, la capitale du Portugal. Donc, évidemment, tout au Portugal, mais la devise demeure l'euro et la langue principale, le portugais, sans oublier que l'anglais va être quand même assez répandu. Mais bref, Lisbonne, le navire accoste en plein cœur du centre-ville, juste à 5 minutes de marche de Praça do Comércio. Praça do Comércio, c'est le square, l'endroit, la place centrale, qui est la porte d'entrée de la vieille ville de Lisbonne. Et à partir de là, vous allez pouvoir visiter justement la vieille ville, les fameux tramways locaux, et peut-être aller découvrir justement la gastronomie locale avec les fameuses petites tartelettes incroyables, sans oublier la tour de Belém et tout ce qu'on peut retrouver comme attrait sur Lisbonne. Donc, bref, belle découverte. On a plusieurs excursions qui vont vous amener un petit peu plus à l'extérieur également, mais à partir de là, vous êtes déjà bien situé avec le navire de croisière. Un de mes coups de cœur personnels, c'est Porto au Portugal. Et très souvent, lorsqu'on va faire escale à Porto, ben, parfois ça va être une journée, mais parfois ça va être 2 jours complets également pour bien visiter. Porto, le navire est accosté un petit peu plus loin, dans la ville de Lexios. Et plus précisément, on est environ à 15 à 20 minutes de route de la ville de Porto, mais on a des navettes qui sont offertes gratuitement entre le port et le centre-ville, en fait plus précisément à Gaia. Vous savez que Porto, en fait, c'est une ville qui a été séparée en deux par le Douro, hein, qui divise la ville, mais qui divise également le pays au complet, parce que le Douro traverse tout le Portugal jusqu'en Espagne. Donc, un côté de la ville qui est Porto et de l'autre côté, ça s'appelle Gaia. Et c'est là que la navette va vous déposer. On est juste devant les grandes maisons de Porto, donc on peut y faire de plusieurs magnifiques dégustations de vin. Et ensuite de ça, vous avez également la télécabine qui vous amène jusqu'en haut du pont de Porto. Et de là, ça vous permet de traverser, de voir tous les paysages, d'aller découvrir la ville de Porto en soi. Sans oublier toutes les opportunités d'excursion dans les vignobles, hein, encore une fois, qui longent le Douro et qui sont à distance très raisonnable de Porto en soi. Je le répète, donc un peu plus loin au niveau du port, mais ça se fait très bien avec la navette inclus. Ensuite, on termine du côté du nord de l'Espagne, soit à Vigo ou La Coruña. Ça va dépendre des itinéraires. Dans les deux cas, on n'est pas très, très loin, les deux villes. Et le point central, c'est qu'on n'est pas très, très loin de Santiago de Compostela, Saint-Jacques de Compostelle. Donc, Saint-Jacques de Compostelle, qui est ce lieu mythique religieux, donc qui est le- la fin du chemin de Compostelle. Donc, on y retrouve plusieurs pèlerins. Et donc, vous allez pouvoir découvrir également la cathédrale de Santiago de Compostela avec son architecture incroyable et toutes également les villes, soit de La Coruña et Vigo, qui sont tout aussi pittoresques et vraiment intéressantes, vraiment en Espagne, toujours dans la province de Galaxia. Ensuite, on s'en va du côté de Madère. Donc, on revient au Portugal parce que Madère, c'est cette île qui est dans le Pacifique, un petit peu plus au large, mais qui appartient au Portugal. Donc, Funchal étant la capitale de l'île de Madère, on reconnaît les toits orangés magnifiques de la région, les jardins, mais surtout l'attraction principale de Funchal, ou l'attraction touristique, devrais-je dire, qui est la fameuse descente en toboggan. C'est une attraction qui date de nombreuses années, qui est vraiment populaire. En fait, c'est qu'on a des paniers en osier qui vont glisser sur les rues quelques rues de Funchal, en fait, dans la colline, et vous allez descendre jusqu'en bas avec des locaux. Donc, c'est un peu anodin, mais c'est vraiment, vraiment particulier, puis à faire. Ensuite, on a plusieurs itinéraires qui vont faire escale également du côté du Maroc, surtout encore une fois sur l'Equinox ainsi que sur l'Infinity lorsqu'on touche aux îles Canaries plus précisément, ou justement avec le Portugal avec l'Equinox. On va faire escale du côté de Tanger au Maroc. On est sur la côte nord marocaine plus précisément. On va découvrir la vieille ville, la Médina, la forteresse de Tanger également, mais on a l'opportunité d'aller faire une escale ou du moins une excursion du côté du village de Chefchaouen où on retrouve tout qui est entièrement recouvert de bleu, les murs, les portes, les planchers, tout est vraiment recouvert d'un bleu, donc assez pittoresque et intéressant. Donc, belle découverte de ce côté-là. Et ensuite, on a Casablanca, la capitale du Portugal. Plus rare parmi les escales, mais on a certains itinéraires qui vont faire nos 2 arrêts au Portugal, pas au Portugal, mais au Maroc, pardon, avec Tanger et Casablanca. Et de là, on va pouvoir découvrir les attraits principaux, dont la fameuse mosquée Hassan II, qui est la grande attraction en plein cœur du centre-ville de Casablanca, ainsi que la place Mohammed également, qui est très, très populaire. Différentes plages également, mais un tour de ville local peut être intéressant à faire. Et on termine pas très loin, aux îles Canaries.
Destination qui gagne fortement en popularité, comme je vous disais, avec plusieurs départs de Barcelone avec l'Infinity, mais également des départs aussi de Southampton en Angleterre qui vont également descendre via la côte espagnole, portugaise et jusqu'aux îles Canaries. Donc, Lanzarote fait partie de ces options avec des plages de sable blanc, des plages de sable noir, mais qui est fortement connu également pour ces fameux vignobles dont les vignes poussent dans la pierre volcanique, dans la roche volcanique, qui en fait un endroit assez unique. Et finalement, Tenerife également, qui est toujours l'antipode au niveau des paysages et du relief. On y retrouve le secteur urbain, des plages balnéaires incroyables, mais aussi des montagnes luxuriantes, puis un parc désertique. Comme je vous dis, c'est un petit peu à l'opposé, mais c'est vraiment magnifique, le parc national de Montedi, entre autres. Donc, on a beaucoup à voir, beaucoup à faire lorsqu'on est du côté de Tenerife. Puis évidemment, ben, vous avez peut-être entendu parler qu'on a également des vols qui vont arriver donc directement de Montréal. Donc, une autre destination qui gagne en popularité et qu'on peut faire du côté en croisière, bien évidemment, aussi. Donc, ça fait le tour des destinations que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'était la Méditerranée. La présentation a été enregistrée. La semaine prochaine, on se retrouve pour l'Europe du Nord. On va faire le tour de l'Europe du Nord ensemble. Et ensuite de ça, je vais vous annoncer les autres destinations qui vont se joindre au fil des prochaines semaines. Donc, je vais répondre aux quelques questions que j'ai ici à l'écran. Et si vous avez des questions, d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter directement sans problème. Est-ce que les navettes sont gratuites? Est-ce que n'importe quand durant la journée? Donc, lorsqu'on parle ici plus précisément de Santorini, oui. Lorsque je parle de navette tender, en fait, ça, c'est des bateaux et c'est en continu constamment. Il n'y a aucun frais et on peut revenir et repartir autant de fois qu'on veut sans aucun problème jusqu'à ce que le navire quitte. Ça, c'est vraiment pas un problème de ce côté. Ensuite, est-ce qu'éventuellement, tu vas parler des navires, rénovation, restaurant? Non, je ne parlais pas de navires. Aujourd'hui, la présentation était vraiment axée sur les destinations. Donc, j'ai plusieurs formations que je peux en parler, mais tous nos navires ont été rénovés à l'intérieur de la dernière année et demie, donc ils ont passé en cale sèche. Les plus récents sont le Infinity et le Solstice l'Infinity qui a été rénové et le Solstice qui a été détruit et rebâti cette année, donc en 2026. Mais tous les navires sont assez récents dans la flotte. Mais au besoin, n'hésite pas à m'envoyer un courriel. Je vais pouvoir t'envoyer la liste exacte avec toutes les dates sans aucun problème. Pour les City Transfer, il y a les autobus Venise-Ravenne. Oui. Oui, ça, c'est ce que je mentionnais. C'était peut-être avant que je le mentionne pour Ravenne, mais oui, c'est définitivement vert, le City Transfer pour toutes les ports de Athènes, Venise, Barcelone et Rome. Merci, merci à vous, merci d'avoir été présent. Donc, encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ça me fait un grand plaisir de vous répondre. Et sinon, on se revoit à la prochaine présentation de la semaine prochaine, jeudi. Sur ce, bonne fin de journée.